Si on veut passer d'un moteur thermique où on met du carburant qui lui évidemment a des émissions, il faut passer à l'électrique. On a besoin de cobalt, on a besoin de lithium, on a besoin de nickel, on a besoin de manganèse. Et bien quand on analyse un petit peu le marché et quand on prend tout le processing, donc l'extraction minière, le processing de ces minerais, la fabrication des anodes et cathodes, et ensuite l'assemblage final des batteries, on se rend compte qu'on est dépendant d'un grand pays, la Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Perrin, je suis associé au sein du cabinet de conseil Monitor Deloitte. Je m'occupe plus particulièrement de toutes les thématiques autour de l'énergie et des besoins qu'on a de décarboner l'ensemble de nos industries pour conseiller nos clients et avoir une vision on va dire, des scénarios possibles. Alors, le transport compte pour beaucoup évidemment dans les émissions de carbone. Donc il est important de regarder comment on peut décarboner les différents types de transport. On a voulu faire un focus sur les voitures en s'intéressant tout particulièrement à ce qui permettait de décarboner, donc de passer de moteur thermique à un système électrique via des batteries. Et donc on a regardé les composants requis pour faire des batteries, fabriquer des batteries, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement plusieurs challenges à relever pour passer complètement à l'électrique. Les batteries qui représentent une part très significative du coût, et ce qui est intéressant dans la batterie, c'est de regarder sa composition. On a besoin de cobalt, on a besoin de lithium, on a besoin de nickel, on a besoin de manganèse. Ces ressources, comme toutes les ressources, sont physiquement limitées. Les découvertes ont été faites au cours des différentes années, des décennies. Donc on a une vision assez claire de ce qui est disponible sur Terre. Les ressources de cobalt ont presque toutes été découvertes. On atteint sans doute un taux de découverte qui va être proche de 80 ou 90%. Si on se donne des objectifs très ambitieux sur les véhicules électriques, et compte tenu déjà du taux de pénétration qu'on peut observer, qui est de 7 à 10%, on se dit qu'en 2030, on aurait entre 300 et 400 millions de véhicules électriques dans le monde. Donc là, on est en 2023. Si on vise 2030, il nous reste 7 ans. C'est même pas le temps nécessaire pour développer une mine. Parce qu'entre le moment où on lance un permis d'exploration, on va dire, et puis le moment où on sort la première tonne de minerai, il peut se passer entre 8 et 15 ans. Pour fabriquer une batterie, on commence évidemment par la récupération des différents métaux. Donc ça, c'est de l'activité minière, c'est de l'extraction. Ces métaux, une fois qu'ils sont récupérés, on doit les raffiner. Puisqu'évidemment, il y a des indices de pureté, il y a beaucoup de choses de ce type qu'il faut parfaitement caler. Ça nécessite pas mal d'énergie. Ensuite, on doit fabriquer anodes et cathodes qui sont évidemment essentiels pour le fonctionnement de la batterie. Et ensuite, on doit assembler l'ensemble. Alors, on sait faire des batteries pour des usages industriels très spécifiques, donc des volumes, on va dire, limités. On n'a pas aujourd'hui en France de gigafactory pour fabriquer des batteries. Mais en fait, quand on regarde où sont les gigafactories aujourd'hui, elles sont principalement en Chine, avec quasiment 70%, un peu aux US, 10%, et le reste, c'est éclaté dans le monde entier. Ces gigafactories sont des investissements colossaux. Incontestablement, les Allemands n'ont pas parié immédiatement sur le véhicule électrique, donc ils n'ont pas parié sur la batterie pour le véhicule électrique. Ils étaient quand même très accrochés à leur véhicule haut de gamme, à moteur thermique. Les Français ont évidemment travaillé sur la batterie, puisqu'on va dire que c'est Renault qui a poussé la voiture électrique il y a déjà une bonne dizaine d'années. Dans les grosses usines, il y a un consortium extrêmement intéressant. Eux vont construire 2 gigafactories, une en France, une en Allemagne. Mais ça sera donc des usines d'assemblage. La problématique du raffinage ou du processing, peu importe la terminologie, reste toujours la même. Il faudra bien que ces usines achètent les composants pour assembler les batteries. Et le principal fournisseur, c'est la Chine. On a des taux, on est toujours entre 40 et 80% sur chacune des étapes. Donc la Chine est le premier consommateur mondial de charbon. Donc on va dire que toute son industrie est très carbonée. Ils se sont positionnés comme étant, encore une fois, l'usine du monde entier, donc ils fabriquent énormément de choses. Donc quand un constructeur automobile européen retrace sa chaîne de valeur,
et tous les composants de son véhicule, on se rend compte qu'énormément de composants viennent de Chine. Tout dépend du type de composant, mais on peut aller de 60 à 80%, c'est sûr. Quand on travaille sur tout le cycle de fabrication d'un véhicule électrique, de différentes matières premières jusqu'à le véhicule livré chez le consommateur, on se rend bien compte que le bilan carbone de toute cette fabrication et ensuite de son usage est assez significatif et que le gain avec la voiture thermique n'est pas du tout évident. Et on se rend compte en fait qu'un véhicule électrique commence à apporter un bilan carbone satisfaisant à partir du moment où il roule un certain nombre de kilomètres par an. On dit entre 18 et 20 000, mais ça veut dire aussi qu'il y a un élément qui est absolument essentiel à prendre en compte, c'est quel est le mix énergétique du pays où on utilise ce véhicule électrique. Le bilan carbone complet est beaucoup plus intéressant en France, où on a une production électrique décarbonée, qu'en Chine ou en Allemagne. L'Allemagne étant avec un mix énergétique à 50% très carboné, le bilan carbone d'une voiture électrique en Allemagne et en France n'est pas du tout le même. L'Union européenne a l'habitude de se mettre des objectifs extrêmement élevés. On entend souvent dans les conférences A Clean Europe in a Dirty World. L'Europe essaye au mieux de tenir les accords qui ont été signés lors de la COP 21. On s'est mis des objectifs sur 2035 pour les véhicules électriques. Donc on ne fabriquera plus de véhicules thermiques à partir de 2035 en Europe. Et bien, quand on analyse un petit peu le marché et quand on prend tout le processing, on se rend compte qu'on est dépendant d'un grand pays, la Chine. Évidemment, pour les minerais, il y a une répartition mondiale qui est, on va dire, acceptable. Donc on retrouve 10-15 pays pour les différents minerais dont on a besoin. Mais quand on arrive au processing, là, il y a incontestablement un leadership très fort de la Chine. Quand on va jusqu'aux anodes, cathodes, la Chine a quasiment 50% du marché mondial. Et quand on regarde l'assemblage final d'une batterie, on est à 70%. Premièrement, il faut absolument nous intégrer sur les chaînes de valeur. D'ailleurs, on voit pas mal de constructeurs qui ont pris des participations importantes auprès de compagnies minières pour développer des mines, donc ils apportent une position sur la chaîne de valeur. C'est plus délicat dans la partie raffinage, puisque là il faudrait développer des nouvelles unités de raffinage en Europe. Et ensuite, il y a les gigafactories où là c'est vraiment l'assemblage final, on souhaite les avoir maintenant en Europe, et ça c'est une très bonne chose. L'autre élément qu'il faut sans doute explorer, et il y a quelques projets qui commencent à sortir, c'est en ce qui concerne le recyclage. Ce travail sur la seconde vie des batteries est important. L'Europe doit absolument être un acteur majeur là-dessus. On ne peut pas laisser soit la Chine, soit les États-Unis dominer ces marchés, parce que ça sera la fin de l'industrie automobile en Europe. Quand on se projette aussi bien au niveau économique que géopolitique, on voit bien que l'industrie européenne, si elle est capable de s'allier, notamment dans l'automobile, donc faire des choses ensemble, on peut tout à fait lutter et contre la Chine, et contre le Japon, et contre les États-Unis. Si chacun y va de son côté, je ne donne pas cher de nos chances.